Mesdames, Messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, nous ferons un grand plongeon dans une grande fosse septique collective. Nous avons toujours affirmé avec force que la Martinique, c'est une véritable fosse septique. Et souvent, nous recevons des indications de l'ARS nous indiquant que la plage était bonne l'année dernière. Et moi, c'est après l'émission que je veux partir avec ma sœur Hélène nous baigner. Et je lui dirai une fois à la plage qu'ici, la plage était bonne l'année dernière. Messieurs, merci de vous faire écouter pour qu'on puisse comprendre la réalité martiniquaise. Monsieur Capgra, bonsoir. Bonsoir, monsieur Florent Grabin. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir, Manuela. Et merci à Zouk TV de nous accueillir pour cet échange. Monsieur Paul Royolo. Bonsoir Florent, bonsoir Serge, nos collègues dans pas mal d'associations. Là, je viendrai peut-être plus aujourd'hui en tant que porteur d'un rapport qui est resté endormi, mais réalisé par la CERC en 2020 et qui... La CERC, c'est la cellule économique régionale de la construction, oui, dont je suis premier vice-président actuellement, et qui est un rapport qui mérite d'être beaucoup plus largement diffusé. Oui. Alors ce rapport, il a été émis quand? Alors il a été émis en septembre 2020. Il a fait l'objet d'un mémoire de fin d'études d'une ingénieure qui s'appelle Elsa Lorty et qui a fait une conférence du type de celle qu'on réalise régulièrement, le séminaire qu'on a fait encore il n'y a pas très longtemps à Batelière et de ce style-là. C'était Barbara Joinly qui était le modérateur et donc... en extrayant ce travail, on se rend compte qu'effectivement, comme on échangeait ça avec Serge Cabra, il n'y a pas beaucoup de documents intéressants sur la Martinique, malheureusement, et c'est pourtant un secteur très très complexe. Le mot-clé, c'est complexité, et j'ajouterais artificiel. Et en plus, il y a peu de coordination. Alors si je te lis ce qui est écrit dans un extrait de la conclusion... Sans t'interrompre, Paul, oui. Le sujet est très complexe et il y a très peu de compétences développées sur le territoire. Ah, il y a peut-être ce problème-là. On va en parler peut-être. Oui, non, mais bon, je me bats moi aussi pour la géotechnique et tu sais que c'est un peu le même problème. On va chercher ailleurs ce qu'on a pourtant chez soi. Effectivement, mais tu as tout à fait raison et tu devances en fait. Mais je pense que quand j'aurai lu ça, tu vas avoir 3 ou 4 belles phrases à nous sortir de bon sens. Ah, pardon, à propos de belles phrases. Parce que nous parlons de fosse septique, d'assainissement et autres, ça nous rajeunit. Ah bon? Oui, en 68, quand De Gaulle avait dit que nous sommes tous dans la merde. Oui. Moi, plus grand que vous, enfoncé jusqu'au genou, et vous, enfoncé jusqu'au cou. Et Omar Bongo avait pris le relais derrière en indiquant nous sommes tous dans la merde. Mais rassurez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. C'était les belles phrases de l'époque. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas évolué dans le domaine. Alors, qui commence? Le rapport. Je fais la conclusion. La connaissance et la réhabilitation des structures autonomes, elle commence par là, dans la conclusion d'ailleurs, sur cet aspect-là, des structures autonomes, donc individuelles, d'assainissement sont un besoin urgent pour l'île afin de répondre correctement aux objectifs fixés par la DCE, c'est la directive d'État sur le... Outre le volet environnemental, nous avons pu toucher du doigt la complexité que représente la gestion de ce service. Étant une thématique transversale, l'assainissement touche un grand nombre de projets, d'acteurs et d'enjeux. La coordination entre ces entités est primordiale. Et pour obtenir un service de qualité, le mécanisme complet doit fonctionner au même rythme. Pour cela, il faut une politique commune, une gestion bienveillante, des responsabilités et des actions réparties clairement entre les acteurs et les services, des normes et des objectifs adaptés et réalistes, une technologie localisée, et enfin des suivis et contrôles avec un pouvoir de sanction. On retrouve beaucoup de nos thèmes. Un seul de ces paramètres empêche le bon fonctionnement du service entier. En Martinique, plusieurs dysfonctionnements sont identifiables sur la majorité des points énoncés. Et malgré la petite échelle du territoire, la communication entre les services et les agences est limitée. La politique hétérogène ne facilite pas les partenariats, que ce soit pour la mutualisation de la main-d'œuvre, des machines et autres. Le retard accumulé quant à la maintenance du patrimoine devient réellement problématique, bloquant même les projets d'extension.
et la population encore trop peu formée et sensibilisée à l'importance de l'assainissement ne s'investit pas dans cette mission, ce qui pose de grosses difficultés pour les services de l'assainissement non collectif. Cependant, la gestion centralisée de l'eau et de l'assainissement, vue comme une solution efficace pour améliorer la coordination et la gestion, montre déjà ses limites dans d'autres secteurs. Donc, le manque de délégation est un obstacle au dynamisme, et elle conclut finalement, la gestion sous forme de comité, puisque tu sais qu'on veut faire un truc unique, hein, la gestion sous forme de comité et de partenariat des 3 EPCI pour l'assainissement, 4 avec la CTM dans le cadre de l'eau potable, semble une alternative plus sécurisée avant la mise en place de cette entité unique. Alors ça, je sais que ça te va droit au cœur. Le reste, avant, ça allait droit au cœur de Serge, je suppose. Donc, Tout me va droit au cœur, effectivement. D'une part, sur la fin, il faut absolument une entité unique qui s'occupe de tout ce qui est gestion des problèmes d'assainissement et d'eau d'une manière générale en Martinique, avec peut-être une section qui s'occupe de l'assainissement et une section qui s'occupe de l'adduction d'eau potable. Ça c'est une chose. D'autre part, il est vrai que, comme l'indique cette conclusion, c'est que la population martiniquaise est très peu sensibilisée à l'importance de l'assainissement. On constate, hein, vous devez le constater effectivement, que c'est quand un usager se rend compte que, et encore, qu'il y a un suintement dans sa fosse septique ou son dispositif d'assainissement, qu'il est alerté. C'est pas sûr qu'il réagisse tout de suite. Voilà. Donc il y a ce travail d'information et de sensibilisation, notamment du fait qu'actuellement on a toutes les questions d'environnement qui nous tapent au visage, je dirais, pour nous mettre face à notre réalité. Donc il est peut-être temps qu'en Martinique, sur les questions d'assainissement, on se penche un petit peu plus sur le sujet. C'est surtout une question qui n'est pas payante. Elle n'est pas payante politiquement. C'est pas spectaculaire comme le tracé d'une route, comme un rond-point et tout ça. Donc, ça ne porte pas des voix. Alors, or, oui. il y a une agression massive sur notre environnement et ça nous revient dans notre assiette. Donc, tu parles de politique, je dirais, politicienne. Voilà, c'est le bon terme. Mais une vision politique du territoire et de son développement, notamment en vue de le céder à nos enfants et à nos petits-enfants, c'est pas ce qu'il faut faire. Alors qu'effectivement, comme tu dis, ce n'est pas des questions qui sont visibles, donc qui rapportent des voix. Oui. oui, mais même si, très prosaïquement, on veut être fier de montrer son pays à tous les touristes qu'on essaye de faire venir, quand on connaît les choses, nous, on se cache un peu parce que ça a des conséquences beaucoup plus graves et nuisibles que ce que les gens veulent bien voir. Les plages, la qualité des plages, on en parlait tout à l'heure. Bon, voilà. Mais on a une topographie très tourmentée, on a une orographie, c'est-à-dire le réseau d'évacuation de tout ça qui fait qu'elle récupère toutes ces mauvaises eaux en surface et que ça fait des germes de pollution abominables, hein, les cours d'eau, les nappes, etc. C'est pas bon. Et même le bord de mer, puisque ça va à la mer inéluctablement et le bord de mer n'est pas bon. Donc il y a beaucoup de nuisances intérieures. Hein, il y a beaucoup d'apports d'azote, par exemple, c'est pas bon du tout. Et alors, on le voit pas trop parce qu'on compte pas les petits oiseaux, on regarde pas ce qui se passe dans les mangroves et ceci, cela. Mais enfin, quand on ouvre un peu les yeux comme on le fait en ce moment, c'est effrayant. Puis on évoquait ça tout à l'heure sur d'autres plans. Il y a une tendance, et le trend de la tendance, pour l'inverser, d'abord il faut bien la connaître, ce qu'on disait, et deuxièmement, il faut du temps et des moyens pour aller à la source, remonter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de parler notamment du cas de l'assainissement non collectif, individuel. Alors, sur cet assainissement, nous restons dans la partie tellurique. Mais on a une grosse pollution qui vient au niveau de la mer. Quand nous prenons tous ces bateaux qui défèquent à droite à gauche, ça dépasse l'entendement. Hein?
Oui, mais alors la chance qu'il y a, c'est que de l'eau pas qu'à monter moi. Donc, elle reste dans la mer. Oui, mais ça va dans la mer avec le seul avantage par rapport... C'est l'inconvénient. non, avantage scientifique. Avec le seul avantage, c'est par rapport aux UV qui cassent. Et qui arrive un peu. Qui cassent fortement toutes ces bactéries. Mais qu'on le veuille ou non, tout cela revient dans notre assiette. Et ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années que nous cherchons à mettre en place des solutions. D'autant qu'on est dans un terrain vallonné, et comme tu disais, de l'eau va monter mon. Donc pour pomper, pour faire redescendre, et ainsi de suite, on voit l'état du réseau. Alors là, tu vas me permettre d'être positif pour une fois. On est là pour... Il faut, quand on peut. On a une chance inouïe, ça on l'a reçu du ciel, c'est qu'on a des sols et un climat, puisque j'évoquais un petit peu ça tout à l'heure, mais un climat tropical, c'est-à-dire chaud de manière permanente et très humide. Ça réveille beaucoup les petites bactéries. Comme on a des sols très jeunes, très récents, c'est des cendres de volcans, et donc c'est des hydrosilicates d'aluminium et d'autres métaux, les petites bactéries, elles adorent. En plus, vu là où elles peuvent se loger, par exemple dans des pouzzolanes ou dans des sols de type tuf, c'est pas des grains ronds du tout. Un grain de pouzzolane, ça a un coefficient de forme impressionnant. Et donc ça a une porosité impressionnante. Ça fait autant de petits points d'accrochage pour toutes ces bactéries. On a une chance terrible. Elles sont là, les bactéries, parce qu'elles s'y trouvent bien. Donnons-leur à manger. Dans tout ce qu'on rejette, dans tous nos assaisissements, et rejetons-en quelquefois en purge dans les sites les plus maltraités. On a une chance. Et surtout, évitons de faire de ces bactéries des mécanos lorsqu'on vient leur balancer de l'hydrocarbure. Mais là, elles aiment plus. Oui, donc Florent est parti j'ai planté le décor du sujet, effectivement, des bateaux autour du pays. Effectivement, c'est comme tout. J'ai bien entendu la réponse de Paul-Louis. Bon, je suis dans le même sens, mais tout est dans la mesure. C'est-à-dire, c'est une question de concentration. Donc, si on considère une baie comme celle du Marin et celle de Sainte-Anne, il y a certainement trop de bateaux. C'est la totale. Il y a certainement trop de bateaux avec des rejets d'effluents pollués, donc eau vanne, eau grise, etc. Ce qu'il faut, donc ça c'est le premier aspect environnemental, mais il y a également un aspect sociétal et de vie commune, puisque le kidam ou le citoyen qui est à terre, il paie deux choses. Il paye, qu'il soit en assainissement collectif ou en assainissement individuel, il paye une redevance qui est calculée effectivement sur la quantité d'eau consommée. Or, là, on ne peut pas contrôler la quantité d'eau consommée par ces gens. Voilà. Donc, on a une inégalité, une inéquité qui s'installe sur le sujet. D'où le courage politique qu'il faut avoir pour stopper la manœuvre. Oui, il faut beaucoup de courage politique dans ce pays, d'ailleurs. Alors, on va vous écouter. Bon, si je peux essayer de continuer à présenter grosso modo, mais Serge le pratique encore plus que moi, donc il pourra compléter cette information. La structure, le schéma qui montre le système de fonctionnement de l'assainissement collectif, mais c'est ubuesque, c'est un capharnaüm. Il y a 20 ou plus organismes qui se renvoient la balle d'amont en aval ou de l'un à l'autre et puis par-dessus l'autre troisième. Enfin, c'est des imbrications dans tous les sens. Ça part de l'Union européenne. Ça, elle nous embête de temps en temps, mais elle apporte le FEDER. On est incapable de consommer, malheureusement. Mais elle nous donne tout l'argent qu'il faut pour améliorer notre assainissement. Elle met à disposition. Elle met à disposition, oui. Enfin, elle nous donne si on sait le demander. Non, déjà si on sait le demander, mais il faut déjà pouvoir accéder. Or, pour l'instant, lorsque nous regardons la compétence de ceux qui vont chercher les fonds européens, on n'est pas prêt de sortir de la merde, passez-moi l'expression. Là, on est dans le politique, c'est pas mon... C'est pas de la politique, c'est de l'administratif.
Bon, ensuite, donc, il y a les ministères, hein, mais MEDDTL, là, le fameux, je sais pas comment on dit ce truc-là, le territoire de développement durable. Le MEDETOM, il y a la mission, la MISEN, hein, il y a l'Office français de la diversité, hein, il y a l'OFB. Ensuite, on arrive en Martinique avec le comité de l'eau. Surtout, le point central, c'est l'ODE, qui est l'équivalent d'une agence de bassin française. Mais ici, il n'y a pas de bassin, il y a juste un territoire. Donc, c'est l'ODE qui récupère énormément de tous ces flux financiers pour les concentrer et les réinjecter à sa manière. Puis, il y a les EPCI, la CTM, et puis il y a les exploitants, qui sont au moins 4 en ce moment. Et puis les fermiers. Oui, exploitants fermiers. C'est-à-dire en assainissement, il y a Odyssey, alors qui regroupe beaucoup d'activités. Il est plutôt régi. Qui est régi à la fois, c'est ça. Mais ce qui fait qu'il y a près de 1000 personnes, c'est-à-dire une personne dans la CACEM sur 150 s'occupe de l'assainissement. C'est quand même impressionnant. Ce qui fait que aussi il y a la SME, la SMDS, SEA Somanet. Donc ça fait quand même, pour un petit territoire, pas mal d'exploitants distincts les uns des autres. Hein. Voilà, enfin, donc ça c'était pour expliquer le contexte et comment fluidifier l'information, les circuits financiers, les options, les choix, les priorités dedans, c'est pas évident. Je sais pas ce qu'en pense monsieur. Je voudrais bien que tu retiennes un petit peu ta pensée. Mais pour que les téléspectateurs nous comprennent, je vais revenir quand même à la définition de l'assainissement. Déjà, il faut qu'on commence par là et ensuite dire ce qui existe. Alors, 4 sortes d'eau. Ça. Oui. L'assainissement, c'est un système qui comprend la collecte des eaux usées grises, pluviales et industrielles, l'acheminement de ces eaux polluées et le traitement de ces eaux avant rejet dans le milieu naturel. Ceci afin de protéger la santé, la salubrité publique ainsi que l'environnement. Ça, c'est ça l'assainissement. Tu as dit eau grise, mais il y a eau grise et eau vanne, eau noire. Eau grise, eau vanne. J'ai dit eau grise, eau vanne, eau industrielle. On sait, mais les gens font trop souvent la distinction. Il faut vraiment qu'ils comprennent de quoi on parle. Ensuite, il y a sur un territoire, aussi bien ici qu'ailleurs, 2 systèmes mis en place. Il y a l'assainissement collectif, où la collectivité organise un réseau, donc la collecte et enfin surtout l'acheminement jusqu'à une station d'épuration qui gère un ensemble de communes, de quartiers, etc. Et ça, c'est l'assainissement collectif. Et ensuite, on a l'assainissement non collectif, où il y a quand même des milliers de fosses, puisque ça fait une trentaine d'années qu'on a commencé à faire de l'assainissement collectif. Donc je tenais à un petit peu dresser le tableau. Je peux te compléter à ce moment-là ce que tu dis sous forme de plus de statistiques, hein, que j'ai repris là aussi. Hein. On considère pour l'instant que la répartition, c'est 40% d'assainissement collectif qui fonctionne et 60% d'assainissement non collectif. C'est-à-dire que ces 40%, ça correspondrait en gros à 110 STEP, ce qu'on appelle les STEP, les stations d'épuration publiques, qui vont de 1000, 1500 souvent, jusqu'à 5, 6, il y en a même jusqu'à 30 000. Même moins, ça. Oui, tu as dit une centaine, tu as exactement ça. Il y a 108 à 112 stations d'épuration qui sont sur le schéma collectif, qui vont de 200 équivalents habitants à 60 000, celle de Dillon. Ah, j'ai pas pris ça. Ceci étant, on a un schéma du pays ou du département qui est assez particulier. On a 80 stations sur les 110 de moins de 2000 équivalents habitants. Voilà, c'est ça. Et on a 38 de plus de 2000. C'est ça, 2 tiers, 1 tiers. Voilà. 4 stations traitent environ 4 stations qui font plus de 20 000
Il y en a à Fort-de-France, il y en a 2 à Fort-de-France, une à Chelchère et la 4e est dans le sud. Ils traitent 150 000 équivalents habitants sur les 360 000. Donc, pratiquement 4 stations traitent la moitié des gens raccordés. Tu veux que j'en fasse le clou? Le total de toutes ces stations, si tu le fais, tu arrives à 367 000 équivalents habitants qui peuvent rentrer dans les stations. Mais il n'y a que 40%, donc il y a plus que la population martiniquaise qui peut être recueillie, mais il n'y a que 40% qui sont raccordés. Alors volontairement, il y en a qui ne veulent pas, techniquement, il y en a qui ne le sont pas encore, enfin il y a tout un tas de choses. Et puis, comme il y a des stations qui ont quelquefois des gros problèmes, on essaie de les chanter. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui n'est pas clair. Alors pour terminer sur le non collectif, parce que le chiffre est intéressant, c'est qu'il y a pratiquement 80 000 installations individuelles en Martinique. 80 000. C'est-à-dire que en plus il y a 200 petites stations de petites résidences privées, et que dans ces 80 000 là, quand on fait les vidanges, on s'aperçoit que chez Essenia au Marigot, il n'y a rien qui arrive. Il y a 8 000 tonnes sur les 120 000 qui devraient arriver. Il y a quand même un petit problème, c'est que même ceux qui vidangent leur fosse, la fosse, pas le traitement après, passent par des gens qui ne se sentent pas obligés de passer par la filière normale. Donc il y a réellement, quand on voit les chiffres, la maîtrise n'est pas évidente. Alors, je vais rajouter une pièce dans le Jumbox. Quand on regarde les documents de la police de l'eau, quand on voit le nombre de mises en demeure, le nombre de contentieux sur ces stations, sans compter que nous avons 8 stations en contentieux européen. Ce sont les documents officiels de la police de l'eau, gérés par l'ADL. Bon. On s'interroge. Nous avons tous les éléments sur la table pour pouvoir faire fonctionner le système et le bon fonctionnement du système. Et là où je suis tombé de ma chaise, c'est quand j'ai entendu notre président nous annoncer que pour avoir de l'eau, nous allons utiliser les eaux de sortie de stations d'épuration. Je me suis posé la question, il fera comment? J'ai pas entendu ça. Qui a dit qu'il va Le président de la République. C'est ce qu'on nous demande depuis des années pour la Martinique. La récupération des bassins en rivière. Oui. Ils disent qu'ils font des bassines là-bas. Ici, c'est pas bassin. Et il y a une méthode qui s'appelle la méthode libellule, qui permet, en sortie de station d'épuration, de sortir définitivement tout ce qui est pharmaceutique, tout ce qui est chimique, tout ce qui est pesticides de métaux lourds, pour avoir une eau propre en sortie et qui va dans le milieu naturel. Nous avons eu le plaisir de visiter cette unité-là à Lunel. C'est exactement la Martinique. Et pour l'instant, pareil, problème de courage politique, ça n'intéresse personne. Alors, face à toute cette réalité, on se rend compte d'une chose, nous avons les compétences en Martinique. Je ne sais pas si vous êtes informé de cette situation. Nous avons les compétences en Martinique. Et nous trouvons l'astuce, là, le courage politique, d'aller chercher au niveau national des référents pour venir contrôler localement. Donc ce sont des personnes qui vont à la première, ce sont des personnes qui ont tout un train de vie que nous, Martiniquais, nous payons, alors que la compétence locale, elle est disponible. Ce que je ne comprends pas, à quoi jouent nos élus. Alors, je vais t'aider à comprendre, Florent. J'essaie de comprendre, les mots sautent. Tu prends l'exemple dans le domaine de l'assainissement. On a cette question qu'on revoit partout. C'est-à-dire qu'on considère toujours, en début du XXIe siècle, que tout ce qui est bon vient d'ailleurs. Je pars du pire. En admettant qu'il n'y ait pas la compétence, ce sont des compétences qui peuvent s'acquérir et qui peuvent créer du travail. La plus-value. La plus-value. Les exploitants de stations d'épuration ont déjà, eux, une responsabilité d'autocontrôle. Donc, il faut former les gens. On n'a pas besoin de faire venir des gens de les oies c'est à l'extérieur. qui fait référence. Oui. Pour savoir
quelle quantité de pollution qui rentre dans une station. On donne les éléments aux techniciens pour les relever, même pas les calculer, les relever, peut-être les calculer, et de même en sortie de station. Et ça permet effectivement d'avoir une équipe qui peut tourner sur toute la Martinique. Mais pour cela, effectivement, on va revenir à ce que disait Paul-Louis au début. Il faut une entité unique. Alors vous... Sans vous interrompre, je vais continuer quand même. Si on observe la question de l'exploitation, on a parlé, enfin on n'a pas trop développé, jusqu'à janvier 2017, les stations d'épuration, enfin l'assainissement était l'affaire de 3 syndicats, plus la ville du Morne-Rouge et plus la CACEM. Voilà. Pourquoi ne pas avoir une seule entité qui s'occupe de tout ça, puisqu'elles sont toutes en compétition. Aujourd'hui, l'exploitation du centre de CACEM, c'est fait en régie, donc par Odyssey. Dans le sud, c'est fait par une délégation de services publics, c'est la SME, qui gère pour tout le sud. Je crois que c'est 12 communes. Oui. Non, il y a même 14. Puisqu'elle fait 2 communes de Cap-Nord, Trinité et Robert. Oui, mais c'est pour ça que je dis que c'est aberrant. C'est tellement aberrant, Paul-Louis, tu touches un problème, ce que je voulais aborder. C'est que au centre, c'est une régie. Au sud, c'est une délégation de service public concédée par l'Espace Sud. Mais à Cap-Nord, tu retrouves 2 communes. Mais c'est toujours Cap-Nord qui gère. Hein. C'est SME qui fait l'exploitation. Mais c'est un marché Cap-Nord. Donc, on a là encore à Cap-Nord 2 communes qui ont une délégation de service public. Et les autres communes, c'est soit un marché public de services, c'est pas normal. Et ils sont 2 exploitants sur la partie assainissement, puisqu'il y a SMDS et SEA Somanet. Voilà. On fait tout le monde travailler ou on s'arrange. Parce qu'en plus, Cap-Nord fonctionne en 2 entités. Il y a l'ancienne emprise SCCNO et l'ancienne emprise SCNA. Donc sur SCCNO, c'est SME, SMDS, mais sur l'autre, il y a SEA Somanet qui est rentré. Exactement. Tout ça, c'est parce qu'il y a de l'historique, il y avait des prix, des contrats fixés, ceci, parce qu'il y a aussi un problème de prix. Tout le monde ne travaille pas au même prix. Et on voudrait arriver vers cet objectif ultime de prix unique, service unique, etc. Oui. Mais on le sait, j'en ai souvent débattu avec Florent Grabin sur d'autres exemples, même pour l'eau potable, puisqu'on a baigné dans l'eau potable pendant de nombreuses années, tous les 3 d'ailleurs. À la fin, tu nous as rejoints. Ce problème d'entité unique, c'est idéalement, théoriquement, intellectuellement, c'est la solution. Mais il faut des dispositifs de fonctionnement et de contrôle qui sont non négligeables. Alors, j'ai vu que vous êtes 2 à me provoquer, là. Il n'y a pas de souci. J'ai le physique de l'emploi. Alors, lorsque je prends l'événement que tu as vécu avec moi, c'est Guino. On avait un agité du bocal président. Surtout. Attends, laisse-moi finir. Je te laisse terminer. On avait un agité du bocal président. On avait un monsieur qui est le professeur de Poutine aujourd'hui, et il est monté en puissance. Il a pris du poids. Machineuse. Et puis, finalement, il y avait plus de 100 000 personnes pénalisées dans cette affaire. Mais pas qu'à payer métier. Donc, on extermine une population. On pénalise. Pour moi, on extermine de l'eau. Si tu n'as pas d'eau pour boire ou pour te laver, à certains moments, et surtout que pendant cette crise-là, on a eu la pandémie. On demandait de faire un goulou et de se laver. Là, on va prendre l'eau. Bon. On a vu ce que ça a donné. Donc finalement, quand j'entends le mot unique,
permets-moi, Serge, de te dire, ils ne sont pas tous uniques comme Milo Capgras. Milo Capgras, défunt Capgras, il nous appelait 1h, 2h du matin, n'importe quelle heure pour nous dire, bon, j'ai un problème d'assainissement, comment vois-tu ça? Et il appelait tout le monde. Et il écoutait tout le monde et finalement il tranchait. Or, nous avons vu ces derniers temps des personnes qui arrivent. J'ai décidé que nous allons faire. Avec ça, on va où? Et là où je vais vous jeter par la fenêtre, je préfère cette expression, la première réunion pour l'Assemblée unique de l'eau qui s'est tenue à Saint-Pierre, il y avait 3 présidents, 3 directeurs, 3 portables spéciaux, 3 voitures spéciales, 3... Qui prenait la première place et qui prenait le reste? Les Je vous salue Marie ont commencé dans la salle, on a commencé à jeter les premiers par les fenêtres, et ça s'est arrêté là. Et en face, on avait le préfet, c'était monsieur... Les Roses, non? Non, il est plus jeune ce petit-là. Il était secrétaire général, et il est devenu préfet. Ah, Joël Prévost, Laurent Prévost. Laurent Prévost. Quand je lui ai posé la question avec une caméra en face, sa réponse, il a éclaté de rire, et j'ai compris tout de suite, Assemblée unique, non. Qui est une entité, enlevons le mot unique, qui est une entité pour s'occuper de tout ce qui est gestion de la ressource. Une entité, tout ce qui est technique, gestion de toutes ces choses-là. Là, on peut commencer à discuter. Vous aurez le grand plaisir de voir et d'entendre ce que dit Armand Nicolas. Arnaud René Kouaï, qui est responsable de l'eau, avec qui on peut discuter. Mais lorsqu'en face, on a du monde avec qui on ne peut pas discuter. Lorsqu'on se retrouve dans une PCI, et puis après sous les vernis, lunettes parfumées, monsieur je sais tout, et qui n'entend pas, on voit où on va. C'est pourquoi une entité pour la gestion de ressources et une entité pour le financement. Mais surtout, ça c'est un problème législatif, un courage politique, qui est une seule ligne eau, que l'argent de l'eau, l'argent de l'assainissement, l'argent que le consommateur paye ne puisse pas servir pour les portables, ne puisse pas servir pour tout le train de vie de ces gens-là. À partir de là, on commencera à discuter, mais on a échappé belle. Nous avons tenu tête à ces 2 personnes et enfin Séguineau a été livré, enfin Fontaine Jacques a été livré. Il ne reste plus que Galion. Si ce n'était pas la puissance monétaire de la SME, on n'a pas eu de l'eau. Au moment où nous parlons, on n'est pas capable de savoir où ils vont trouver le premier sou pour déjà lancer l'étude. Donc, il y a une grande réforme à faire. Et il faut qu'on revienne à l'ancienne aussi. On a eu des exemples de fosses septiques. Les fosses à fond perdu. Et ça, on a eu l'échec qu'on a eu. Où on est sorti de Truffuy-les-Oies, où lorsqu'on avait une villa de 120 mètres carrés, il fallait 400 mètres carrés de traitement derrière, pour la fosse septique seulement. On a vu ce que ça a donné. Alors, je ne sais pas si je vous ai, je ne dirais pas calmé sur l'Assemblée unique, mais nous ne sommes pas majeurs, nous ne sommes pas mieux que ça. C'est pas prêt. Il faut, comme je disais sur un autre sujet, il faut rester positif. Quand tu dis ça, tu es conscient, comme Paul-Louis l'a exposé, qu'il faut actuellement, au stade où on en est, une seule entité unique qui s'occupe de ces questions. Effectivement, on a une collectivité unique avec une assemblée unique. Eux, ils doivent être en charge des directions et peut-être du financement pour partie. Mais il faut une seule entité qui s'occupe de tout ce qui est eau, aussi bien de l'eau potable que de l'eau usée. Tout ça dans un but de préserver le pays et de baisser les coûts, comme tu as dit, pour l'utilisateur. Alors moi j'ai une question piège. Alors, je vais écouter ta question. Je veux dire simplement, par rapport à ce que disait Florent, c'est à nous, population, de réagir, puisqu'on sait comment ceux que nous mettons aux responsabilités agissent. Il faut peut-être trouver dans cette population des gens qui peuvent s'occuper un petit peu de la collectivité. Voilà.
Parce que je vais te donner un autre exemple qui te permettra de rebondir, qui est sur l'assainissement proprement dit. Tu sais qu'on a vécu plusieurs années avec le fait qu'on avait à grands frais, parce que la topographie n'est pas évidente, fait ce qu'il fallait pour collecter beaucoup des parties urbanisées de rivières pilotes. Et ces eaux usées arrivaient par le pont du Trou au Diable sur la plage à Sainte-Luce. Là où il y avait une steppe qui avait été surdimensionnée pour pouvoir accueillir tout Sainte-Luce, où on avait déjà fait des raccordements depuis Trois-Rivières, etc. Mais qui était prête à accueillir les eaux de rivière pilote. Pour 3 mètres de tuyaux, pendant plusieurs années, l'eau a coulé au Trou au Diable. Quelle entité pourrait, quelle méthode permettrait d'éviter quelque chose d'aussi choquant que ça? Ça, c'est cette partie-là, mais c'est la partie que tu n'as pas vue. Où il y a eu un caca nerveux du maire de Rivière-Pilote face au maire de Sainte-Luce. Oui, c'est qui disait que je ne veux pas ta mère de chez moi, exactement comme ça c'était produit. C'est bien ça que je veux dire, oui. Ça s'était produit au Robert et Trinité. Donc, ce sont des choses qui se renouvellent, qui se modernisent. Il faut faire ce qu'il faut. Il faut que la population apprenne à savoir que tout ce que nous demandons là passe par le schéma d'aménagement régional. Il est où? Nous n'avons pas de schéma. Non, ça faisait partie du schéma, c'est une station unique pour deux. Quand on regarde le SDAG, il est où? Donc ce sont des choses où on a pris des retards. Le SDAG est publié, mais il est extrêmement confidentiel. Il est publié, mais je crois qu'il n'est pas encore mis en diffusion. En diffusion ou en exécution, en tout cas. Il est retardé par le SAR et tout ça. Donc ce sont des choses, je dirais. Et là, nous avons toujours pris nos responsabilités. Nous avons une batterie d'enfants du pays. Riche pays, nos Martiniquais, qui ont préféré se transformer en naphtaline. Ils sont dans les placards, dans les bureaux. Je l'ai vécu la semaine dernière. J'avais un rendez-vous à la CTM. Tous ces services-là, normalement, quittent le lieu de travail à 17h. Trouvez-moi un service administratif en Martinique où la clôture c'est 17h et puis le personnel part à 17h05, 17h10. Depuis 16h30, ils sont déjà dans l'embouteillage. Pour ne pas arriver en Rita Caillou. Tant que nos enfants du pays n'ont pas compris que nous avons un pays à construire, tout le monde veut aller là cet après-midi à la plage. Mais si là, on ne fait pas la pression qu'il faut pour demander à l'ARS d'arrêter de mentir à la population, l'eau n'est pas propre, elle n'est pas propre, point. C'est une fosse septique, c'est tout. Bon, on a des possibilités, des capacités pour pouvoir réparer et améliorer tout ça. Je prends un exemple. L'étang de Tours. Aujourd'hui, on peut consommer tout ce qui est dans l'étang de Tours. Et la baie de Fort-de-France, il est formellement interdit de pêcher, de consommer ce qu'il y a dedans. Et parce qu'il y avait des ostréiculteurs qui étaient là depuis longtemps, qui n'avaient pas l'intention de perdre leur travail depuis des générations, oui, qui se sont fait entendre, violemment parfois, et qui étaient assez nombreux pour qu'on fasse ce qu'il faut. Et les communes autour ont fait ce qu'il faut en assainissement. Alors il y a un comité de bassin quand même dans la baie de Fort-de-France, il y a des initiatives unitaires, mais est-ce qu'elles ont l'ampleur et la force de ce qui a été fait, comme tu cites à l'étantôt? Je ne suis pas sûr. Tu parles de la baie de Fort-de-France. La baie de Fort-de-France a été classée la plus belle baie au niveau mondial. J'ai dit, ok, c'est une belle femme. Mais là, nous avons défendu l'autre lit. Il y a un souci. Même des dettes, pas de gagner un l'autre comme ça. Et qu'a-t-on fait depuis pour améliorer la situation? Quand il pleut, impossible de passer devant la CACEM. Au centre-ville. Le centre-ville. Tout l'assainissement, la partie basse de Fort-de-France se trouve là, sous nos voitures. Donc c'est pourquoi il est urgent de continuer à faire comprendre à la population. Ce n'est pas à nous de faire le job. C'est à elle de faire ce job. Rédi cravate ces dirigeants pour dire, monsieur, ok, nous avons payé, oui le résultat. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais là, techniquement, c'est un autre problème, c'est la montée des eaux, le fait que ça a été mal calculé à l'époque, parce qu'on pensait avoir une marge de sécurité,
les pentes, les réseaux, etc. Et je sais on avait cité ça une fois déjà, il y a 4-5 ans, j'avais été sollicité pour avis sur une piste qui consistait à relever les niveaux des voiries de Fort-de-France afin de remonter tous les réseaux qui faisaient un peu de gravitaire. Quand on calculait, ça faisait 12 cm. Le temps de le réaliser, c'était 15 ans. Ça monte de plus d'un demi-centimètre déjà à l'heure actuelle. Ça avait une durée de vie de 5 ans optimale si la montée des eaux ne se fait pas trop rapide. Mais on a discuté tout à l'heure d'autres exemples. Et tu sais que je suis beaucoup l'Antarctique et que je sais malheureusement qu'on va avoir de mauvaises nouvelles parce que, comme on en parlait pour les sargasses, on n'est pas allé à l'origine du problème et qu'on va subir, avant de pouvoir agir sur l'origine, des tas de glaciers de Thwaites, le glacier de la Terreur, qui vont nous arriver dans la mer. Et quand c'est un glacier qui vient d'au-dessus, c'est de l'eau qui est rajoutée dans l'océan, c'est pas comme une banquise. Ça participe à la montée des eaux. Ben oui. Donc finalement, notablement. Donc finalement, le seul arbitre dans cette affaire, c'est la nature. C'est la nature. Ben, il faut une entité qui sache aller la nature à l'écoute fait de la ses nature, affaires tranquillement. Nous qu'à faire affaires, nous. Nous goguettes, nous qu'à faire affaires, nous. La nature de plus en plus nous envoie tout ça dans notre assiette. Nous envoie tout cela dans nos domiciles. Et c'est quand demain on va plus pouvoir dormir dans notre lit, dans les parties basses autour de l'île, qu'on commencera à prendre conscience. C'est vrai qu'il y en a qui pensent que c'est quand le clocher de Grosmort ne se verra plus. Si, c'est quand se réveillera. Quand l'eau sera au niveau du parvis de l'église. Je ne sais pas à qui je pense là. Quand l'eau sera au niveau du parvis de l'église qui est à 285 mètres, on va commencer à se pencher sur le problème. Mais pourvu qu'on ne fasse pas comme De Gaulle nous avait dit, qu'on ne se pâche pas trop et qu'on ne tombe pas dans la merde. Et qu'on ne soit pas trop emmerdé avec cette affaire. Donc des solutions, là, il y en a tout plein là sur la table. Alors pour parler de la merde, il faut qu'on dise aussi que l'ensemble des installations, aussi bien non collectives que collectives, ne sont pas en bon état. Alors là, les stations de Martinique, sur les 110, il y en a 48 qui sont conformes en performance. Or, pour qu'une station soit conforme, il y a trois volets. Il y a la performance, effectivement, mais il y a aussi la collecte, comment ça arrive, et il y a les équipements. En Martinique, 37 sur les 112 sont conformes sur les 3 critères. Et ces 37 représentent 20% des eaux traitées. C'est pas les plus grosses. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une situation vraiment alarmante sur le sujet. Voilà. Oui. Et en plus de ça, en prime, aucune de ces stations n'est parasismique. Alors, les dernières, enfin, je n'irai pas jusque-là. Laquelle, la dernière? La dernière, laquelle? Les dernières sont forcément parasismiques. Les précédentes, dans les 10 années précédentes, sont au PS, au REG PS 92 quand même. 92, c'était déjà... Oui, c'est-à-dire on commençait déjà à s'occuper du sujet. Surtout, ça peut se renforcer facilement. Outre les problèmes... Et tu viens de le faire. Non, mais, oui, mais ça peut se renforcer. Je veux dire, c'est pas foutu. Tu dis qu'on te taquine, mais c'est toi qui nous taquine. Non, effectivement, on a connu très récemment, je crois que c'est Paul Louis, et on en avait discuté, une station qui s'en allait à la mer. C'était à Sainte-Marie. À Sainte-Marie. J'étais intervenu pour la SCCNA. Il y a non seulement les questions parasismiques dans la construction des ouvrages, mais il y a les questions de sol, à bien regarder. Et après, les interactions, sol et structure. Et ensuite, tu as également les équipements qui vont être mis en place. Souvent, les gens qui s'en occupent ne sont pas des techniciens pointus dans la question. Et on prend... Là, je suis sur une station d'épuration, effectivement, parasismique, en expertise, mais qui a un gros problème sur un équipement. Voilà. Un très gros problème sur un équipement, une station très récente. Moi, j'ai un problème si on parle de ça, en gardant la réserve voulue, puisque c'est du judiciaire, toi aussi, je pense. Oui, j'ai pas nommé le... Voilà, moi, je ne nomme pas non plus, mais c'est une résidence d'un certain nombre d'appartements et tout, et où le conflit porte sur le fait que le relevage a été fait dans les normes,
et que l'exploitation par une société donc de logement social fait qu'il y a des lingettes, par exemple, des serviettes hygiéniques et tout, qui arrivent sans arrêt. Grand débat. Est-ce que l'œuf doit faire la poule doit faire l'œuf. C'est à qui de faire en sorte que... est-ce que c'est la police qui doit être faite correctement pour que le relevage fonctionne comme il doit fonctionner, puisqu'on ne doit pas mettre tous ces équipements, tous ces déchets-là dans les WC. C'est pas une décharge. Ou est-ce que voilà, donc est-ce qu'on accepte le fait acquis et tout. Voilà, on a souvent ce dialogue un peu mauvais d'assainissement qui n'est pas bien fait. Et quand on voit aussi, par exemple, on parlait tout à l'heure donc, du collectif, là on connaît assez bien, on voit bien qu'il y a des faiblesses, etc. Il y a aussi des faiblesses beaucoup dans les rejets. Moi je sais que quand j'avais fait celle des coteaux, à l'époque, il y avait des difficultés pour garantir que l'écoulement dans lequel on le rejetait, un bras de la rivière au Mans, soit suffisamment pérenne pour supporter le débit. Heureusement, c'était une 2500, c'était pas énorme. Quand elle a été renforcée, le problème est devenu majeur. Voilà. Enfin, il y a toutes ces choses-là. Il faut que ce soit suivi et comme on disait tout à l'heure, il faut anticiper de l'évolution de la nature, du climat, du contexte, de tout ce qu'on veut, parce que c'est pas nous qui allons décider que ça va se comporter comme ça. Alors il y a une autre chose, nous devons faire appel au civisme de notre population, c'est concernant les vidangeurs. Les vidangeurs. Alors ça. Nous sommes battus, et nous remercions Yvon Paquit qui nous avait entendus à l'époque pour qu'on puisse avoir une prévidange à la trompeuse. Lorsque vous voyez un camion soulever la trappe sur la chaussée, libérer son tuyau dans le trou, c'est skip la station en bas. Ce sont ceux-là. Donc, tout le monde a un portable. Quand on met le WhatsApp, il sera content. 2, lorsque vous voyez un camion vidangeur dans un champ de canne ou dans la mangrove, c'est pas alimenter ces câbles-là. Vous devez systématiquement le photographier et alerter la gendarmerie. C'est du civisme. C'est pas de la délation. Quand tu fais une vidange, tu as un dossier. Mais ça aussi, j'y viens. Et le maître d'ouvrage, le pauvre, ne sait pas qu'il y a un certain nombre de volets qui dépendent de lui, oui, et dont il ne verra jamais le retour. Et personne dans le circuit, alors que les gens, les professionnels qui accompagnent ça, le savent très bien dans les structures, les SPANC, dans tout ça, ils savent très bien qu'il n'y a pas ces fiches remplies. Personne ne se soucie de ça. On laisse l'usage. Là encore, c'est à nous de faire le nécessaire. Et j'insiste dessus. Tant que nous n'allons pas déférer certains agents publics, en correctionnel, ces choses-là vont pas se corriger. Mais il n'y a que comme ça que ça se corrige. Nous connaissons tous les vidangeurs. Oui, normalement, quand un vidangeur va chez un particulier, il sait réclamer la somme qui vaut à sa prestation. Pour le traitement après. Mais il faut que derrière... Il fait payer le traitement. Oui, il le fait payer. Mais il ne le fait pas. Mais il ne fait pas le traitement. Il va jeter ça ailleurs. C'est un vol. C'est du vol. Donc tant que nous n'avons pas compris qu'il fallait agir à ce niveau-là, la nature va continuer à prendre. Mais on le dit tout le temps. La nature, c'est la seule femme qui, quand on la viole, ne crie pas. Mais quand elle se venge, elle fait des dégâts énormes. Est-ce qu'on pourrait aborder un sujet tout le plaisir pour moi de t'écouter. Pour être positif pour une fois. Parce je peux mettre du négatif avant. Je mets juste du négatif. Un petit sobar là, c'est bon. Tu sais où je veux mettre du positif. Donc je mets le négatif là où tu vas mettre du positif. Top sel gratis ou pas? Alors, il y a 80 000 assainissements non collectifs en Martinique. Fosses septiques du particulier. Oui, fosses septiques, voilà. Ce qu'on appelle fosses septiques. Des fosses septiques, etc. Alors, dans la réglementation qui nous est applicable, je suppose qu'elle est nationale française,
Quand un agent du SPANC, du service public de l'assainissement non collectif, constate une non-conformité chez vous, vous savez combien de temps vous avez pour lever la non-conformité? Comme dirait l'autre, un certain temps. 4 ans. Je crois 4. Ce n'est pas adapté à notre situation. Ce n'est pas adapté. Et de toute façon, ce que je sais, toujours par ces fonctions d'expert, hein, comme toi sans doute, c'est que quand tu l'as pas fait au bout de 4 ans, Non, mais quand on revient, finalement, il ne se passe pas grand-chose. on hein. reviendra pas. Comme on vous donne 4 ans, on revient pas 1 an plus tard, on revient pas 2 ans plus tard. Ça fonctionne. Finalement, on oublie. Ça dysfonctionne 4 ans. Voilà. Et Ça dysfonctionne. Bon, alors donc tu veux que je sois positif. Eh bien, pour changer comment ça, boucher ce trou-là? parce que pour l'instant, quand tu veux, tu fais une construction neuve, prenons une construction neuve, tu es un brave gars, tu te demandes un permis. C'est bien, déjà, tu le fais avec des documents complets. C'est mieux encore. Avec peut-être même un plan topo, alors là, c'est le top. Et on te dit, il va falloir faire un assainissement autonome. Oui, mais dans ton étude de sol, comme tu avec bien tu as fait, on ne te fait plus le volet qu'on faisait avant sur les capacités du sol pour le traitement d'assainissement. Donc, tu pars un peu à la découverte. Mais on te dit tout de suite, de toute façon, c'est pas très difficile, on a 2 tableaux. Vous avez le tableau avec le nombre de pièces. Donc, vous avez 4 pièces, 2 pièces principales, 2 chambres. Hop, 30 mètres carrés, merci, au revoir, on ne discute pas. Et on va faire une autre référence à une ABAC très ancienne, mais de Mathusalem, hein, qui fonctionne sur la base des bactéries du Massif central ou des Vosges ou de Strasbourg surtout. De Tréfouille-les-Oies. De Strasbourg où ça gèle 4 mois par an. Mais donc on dit 3 mètres carrés par équivalent habitant. Parce que oui, là-bas on a constaté que c'était bien de dire 3. Donc on te dit, vous dites que vous allez habiter à 3, on compte 5. Parce que c'est forcé, un jour, une fois de temps en temps, il y aura une Papy peut passer. Voilà, alors hop, 5, 6. 6 x 3, 18. Ouais, mais comme on a calculé 30 avec l'autre, on met 30. Paf, allez, c'est 30, et puis merci, au revoir. Ça veut dire qu'en réalité, il y a 2 personnes et demie en moyenne qui habitent par logement en Martinique, compte-en 3 parce que c'est une villa. Elles sont 3, il y a 30 mètres carrés. Chacune a 10 mètres carrés par équivalent habitant, et pas 3, qui est une mesure énorme. Alors, on se pose des questions, on se dit, on n'arrivera à rien. Quand tu vends aussi, tu es prié de faire un certificat. Mais le certificat, tu as le droit de dire au notaire, j'en fais mon affaire avec l'acquéreur. L'acquéreur signe un truc, oui, je sais qu'il y a des choses à revoir, j'en ferai mon affaire quand il faudra. Ploum. Ni circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc, voilà, le dysfonctionnement, il est là, parce que tout le monde squeeze des règles débiles. Alors, si on utilisait les résultats d'une étude de Mayotte, qui n'était pas encore département français à l'époque, c'était en 2007 ou 2008, ils ont fait des expérimentations sur des assainissements individuels. Ils ont trouvé 0,75 mètres carrés pour un équivalent habitant. Donc, 0,75, c'est 4 fois moins que ce qu'on nous fait utiliser dans le ratio, et 10 fois moins que ce qu'on nous fait utiliser avec le nombre de pièces. Donc, si on arrivait à être un petit peu intelligent, rationnel, rigoureux, on dirait qu'au lieu de faire un LES pour lequel, moi, quand je faisais un LES pour 3 personnes, j'étais obligé d'enlever une pièce pour payer l'assainissement de 30 mètres carrés. Alors quand 2 ans après, il allait mettre sa pièce dessus, sur l'assainissement peut-être, et puis j'en sais rien, mais enfin, on avait tout fait faux. Hein. Donc si tu prends 6 mètres carrés qui suffisent comme il faut, parce que 6 mètres carrés, s'il y a 4 personnes, ça fait 1 mètre carré et demi par personne, c'est large, par sécurité. Tu divises par 5 la surface, tu vas diviser par 3 le prix de ce traitement secondaire, et quand tu divises par 5 la surface, tu trouves dans tous les terrains, même les plus exigus, tu trouves de quoi mettre 5 mètres carrés, sans toucher les limites, sans toucher la maison, tu le trouves. Donc c'est très simple comme technologie, et de ce fait, on pourrait avoir prise sur les gens en leur disant, vous n'avez plus d'impossibilité que vous pouvez mettre en avant en disant, ah, j'ai pas la surface, ah, j'ai pas l'argent, ah, j'ai pas ceci, vous pouvez tous agir. Et comme on prévoit toujours des sommes folles pour aider les gens à ce qu'ils se mettent en règle, on mettrait simplement 1 000 € pour ça, on mettrait des abandons de taxes, des choses un peu positives et tout. La personne n'aurait que 2 000 € à sortir, et dans ces cas-là, on est
un élu est fort politiquement pour dire allez-y. Alors je répète qu'on ne connaît pas 60% du parc. On l'estime, c'est pour ça qu'on l'estime vers 80 000, mais il n'y en a que 40% qu'on connaît bien et sur lequel on sait que 90 n'est pas bon. Donc ça veut dire qu'il y a des découvertes encore à faire et il y a des milliers. Là, on est en train de lancer un programme avec l'ODE. Il y a 1800 dossiers à faire sur 3 ans. Et puis en fait, ça se résume à 1200 parce que il y a d'autres règles qui rentrent en jeu, des financements complexes. Et donc c'est 1200. Ça veut dire qu'on en fera 400 par an. Avec 400 par an, c'est dans 200 ans qu'on a fini de s'en sortir. Alors que c'est dans 20 ans qu'il faudrait s'en sortir. Alors, Nous arrivons au terme de l'émission. oui, je voulais, Comme conclusion. avant d'arriver à la conclusion, je vais tempérer quand même son optimisme tout en allant dans une partie de son sens. Effectivement, ce qu'il faut bien comprendre de ce que Paul-Louis dit, c'est que, à l'époque, nous avions, quand on faisait une étude de sol pour construire la maison, on donnait les capacités filtrantes du sol. Donc, toi qui es géotechnicien, ce n'est pas possible partout. Non. C'était juste pour tempérer. Ah oui, c'est pour ça que je reviens au filtre à sable. Voilà. Voilà. On ne peut pas le faire partout, ça c'est un. Et deuxièmement, pourquoi il y a tant d'installations non conformes? C'est que l'obligation dans le permis de construire, de déclarer son projet de fosse septique est assez récent. Ça fait moins d'une dizaine d'années. Donc vous imaginez le nombre de fosses qui sont installées sans déclaration préalable. Et en plus, celui qui a sa maison depuis 30-40 ans et qui veut changer sa fosse, il ne fait pas une déclaration au service du Alors SPANC. je complète, comme il n'y a plus de conformité obligatoire, à la fin, le SPANC n'est pas informé que tu as fini ta maison, donc il ne vient pas contrôler si c'est fait ou pas bien. Donc finalement, pour conclure, quand on regarde tout ça, nous revenons à l'époque des tinettes. Ben, il y a des marges de manœuvre. Entre pour les s'en sortir. tinettes de l'époque, les tinettes des années 60, et aujourd'hui, nous n'avons pas évolué. Nous n'avons pas évolué. On a construit, on a bétonné, on a fait des choses, mais le résultat final de la tinette de l'époque n'a pas bougé. C'est équivalent au résultat actuel. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Nous vous avons compris, il y a urgence, pour qu'on puisse sortir, passez-moi cette expression, sortir de cette merde. Et pour qu'on puisse un jour aller se baigner gentiment, tranquillement, avec sa sœur Hélène, ou avec son JR, Ou sa titine. ou sa titine, ce qu'on veut, dans une plage propre. Pour l'instant, aucune plage n'est propre. Elle était propre l'année dernière. Merci encore et à très bientôt. Merci. Merci.